Ma mère a cédé mon condo à ma sœur, et, tu es sans abri maintenant, Jane. Je n'ai pas bronché, j'ai juste ri et j'ai appelé mon avocat, vous avez imité le mauvais nom sur le mauvais document. Agent, s'il vous plaît, arrêtez ces intrus. C'était un moment glorieux. Le vol en provenance du chantier de forage isolé en Australie occidentale a été un cauchemar de 34 heures d'air recyclé et d'enfants hurlants. Ces 6 derniers mois, j'avais vécu dans un conteneur d'expédition renforcé, dirigeant une équipe d'études géologiques sur un projet aussi stressant qu'isolant. J'étais épuisé jusqu'à la mêle. Mon dos me faisait souffrir, mes cheveux étaient emmêlés de saleté et de shampoing sec. Et tout ce à quoi j'avais pensé pendant les 3 derniers jours, c'était une douche chaude dans ma propre salle de bain et m'effondrer dans mon propre lit. Mon condo était mon sanctuaire. Je l'avais acheté entièrement comptant grâce à la prime de mon premier projet majeur. C'était le seul endroit sur Terre qui m'appartenait entièrement. J'ai tapé le code du garage de mon immeuble, le bip familier étant un son bienvenu. J'ai garé ma voiture, ou plutôt le service de stationnement longue durée l'avait fait, la gardant prête pour mon retour, et j'ai attrapé mon lourd sac de voyage. La montée en ascenseur jusqu'au 12e étage a semblé d'une lenteur agonisante. J'ai enfin atteint ma porte, la 12B, et j'ai tâtonné avec les clés, mes mains tremblant légèrement de fatigue. La clé s'est insérée, mais ne tournait pas. J'ai froncé les sourcils, en la secouant. Rien. L'agacement s'est ajouté à ma fatigue. Le barillet s'était-il grippé à force de ne pas servir? J'ai réessayé en poussant fort. Il ne bougeait toujours pas. J'étais sur le point d'appeler le gestionnaire de l'immeuble quand j'ai entendu un bruit à l'intérieur. Un rire. Une terreur froide, plus lourde que mon épuisement, s'est installée dans mon estomac. J'étais méticuleuse quant à mes dispositions. Personne ne devait se trouver chez moi. J'ai collé mon oreille contre le bois massif, et le rire a retenti à nouveau, plus clair cette fois. C'était un ricanement aigu et familier que je connaissais depuis toujours. Chloé, ma sœur. Puis une deuxième voix, plus grave, s'est jointe à elle. Ma mère, Margaret. J'ai frappé fort. Chloé, maman, qu'est-ce que vous faites là-dedans? La serrure est bloquée. Le rire s'est arrêté net. J'ai entendu des bruits de pas précipités, puis le déclic du verrou qui glissait. La porte s'est ouverte, pas en grand, mais juste assez pour que le visage goguenard de ma sœur apparaisse dans l'entrebâillement. Elle portait l'un de mes peignoirs en soie. « Oh, salut Jane », a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'un amusement désinvolte et cruel. « Tu es rentrée tôt. Qu'est-ce que tu fais ici, Chloé? Et pourquoi la serrure a-t-elle été changée ?» J'ai poussé la porte, la forçant à trébucher en arrière. J'ai mis le pied dans mon propre hall d'entrée, et mon sac est tombé de ma main dans un bruit sourd. Ce n'était plus mon hall d'entrée. Le beige neutre et apaisant dont j'avais peint les murs avait disparu, remplacé par un rose millénaire criard et à la mode. Ma console minimaliste avait disparu, remplacée par une imitation bon marché en bois blanc et or. Et l'odeur. Au lieu de mon parfum propre et subtil de bois de santal, l'air était saturé d'un parfum fruité et écœurant. Ma mère, Margaret, était assise sur mon canapé dans le salon, les pieds posés sur ma table basse, tenant l'un de mes verres à vin. « Eh bien, regardez qui voilà », a dit maman, sans se donner la peine de se lever. Elle a bu une gorgée de vin. On se demandait quand tu allais pointer le bout de ton nez. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je exigé, la voix montante. « Qu'avez-vous fait à ma maison? Chloé, que font toutes tes affaires ici ?» Chloé est passée devant moi en resserrant la ceinture de mon peignoir. Elle s'est effondrée dans le fauteuil en face de maman. « Eh bien, Frangine, les choses ont été tellement folles. Tu sais, Marc et moi, on se sépare. C'est un vrai cauchemar. Je n'avais nulle part où aller. Un divorce? Ai-je dit, abasourdi. C'est Chloé. Je suis désolé, mais ça n'explique pas pourquoi tu es ici. Ne fais pas ta comédienne, Jane, a répondu maman d'un ton sec en agitant son verre. Ta sœur avait besoin d'aide. De l'aide du monde réel, pas juste, tu sais, s'envoler pour jouer dans la boue et ignorer sa famille. J'ai grincé des dents. Jouer dans la boue. Maman, je suis ingénieur géologue. Cette boue vient de payer l'opération du genou dont tu avais besoin l'année dernière. Tu vois, elle nous jette toujours son argent à la figure, a dit Chloé en levant les yeux au ciel. Quoi qu'il en soit,
j'avais besoin d'un endroit stable pour la procédure de divorce. Mon avocat a dit que je devais établir une résidence, et maman, étant la mère formidable qu'elle est, m'a aidé. Une sensation de froid de mauvais augure me remontait le long de la colonne vertébrale. Elle t'a aidé? Comment? En s'introduisant chez moi. Ne sois pas stupide, a dit maman en se redressant enfin. Elle a posé le verre de vin sur la table, son expression se durcissant. Je l'ai aidé avec la procuration que tu m'as laissée. La procuration médicale? Ai-je répliqué. Celle qui n'est valable que si je suis incapacité? Celle qui n'a absolument rien à voir avec mes finances ou mes biens. Chloé et ma mère ont échangé un regard. C'est musté un regard de complicité suffisante et partagée. Chloé a eu un petit rire. Oh, Janie, a-t-elle dit, la voix comme du sirop empoisonné. Tu es toujours si méticuleuse, si technique. Maman savait que tu voudrais m'aider, alors elle m'a juste cédé l'appartement pour m'aider avec mon divorce, tu sais, pour montrer au tribunal que j'avais des actifs. L'air a quitté mes poumons. Vous avez fait quoi? Elle te l'a cédé, a dit maman, la voix plate. C'est à Chloé maintenant. Nous avons déposé les papiers le mois dernier. Tout est légal et réglé. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille et t'attendre à ce que tout attende. Je les ai fixés. L'épuisement, le décalage horaire, la poussière sur ma peau, tout a disparu, remplacé par une rage blanche, silencieuse et brûlante. Elles étaient assises là sur mes meubles, sous mon toit, buvant mon vin, et me disaient qu'elles m'avaient volé ma maison. Et puis elles ont ri, toutes les deux, un rire franc et sonore face à l'expression de choc pur et non dissimulé sur mon visage. J'espère que ça ne te dérange pas d'être sans abri, a ricané Chloé, en levant son verre pour porter un toast à ma mère. Tu peux probablement trouver un hôtel, non? Tu gagnes tellement d'argent après tout. Mon monde entier a basculé. Les deux personnes qui étaient censées être ma famille, mon propre sang, venaient de me dépouiller avec le sourire. La trahison était pire que n'importe quelle douleur physique que je pouvais imaginer. Pendant une longue minute silencieuse, je suis resté debout dans mon hall profané. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de traiter l'audace pure, la criminalité de ce qu'elles prétendaient. Sans abri. Elles avaient utilisé ce mot, en avaient ri. Ma propre mère et ma propre sœur. La première vague de choc s'est dissipée et quelque chose d'autre, de froid et de dur, a commencé à prendre sa place. C'était le même sentiment que j'éprouvais sur le chantier lorsqu'un équipement de forage critique tombait en panne et que j'avais 3 heures pour trouver une solution avant que tout le projet ne s'effondre. C'était de la concentration. Elles souriaient toujours, attendant l'explosion. Elles attendaient que je hurle, que je pleure, que je supplie. C'était ce pourquoi Chloé en particulier vivait, mes réactions émotionnelles. Alors, je ne leur ai rien donné. Je me suis lentement baissé, j'ai ramassé mon lourd sac de voyage et je l'ai remis sur mon épaule. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, les murs roses de mauvais goût et les coussins en fausse fourrure bon marché jetés sur mon canapé coûteux. Vous l'avez peint en rose, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Le sourire de Chloé a vacillé. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait prévue. Quoi? Oui, ça avait besoin d'un peu de vie. Ton beige était déprimant. Je vois. J'ai hoché la tête lentement, mon regard les balayant. Et les serrures? Vous les avez changées. Ben, évidemment, a dit Chloé, reprenant de l'assurance. C'est mon condo maintenant. Je ne pouvais pas te laisser entrer quand tu voulais. Bien sûr, ai-je dit. C'est logique. Je suis retourné vers la porte et je l'ai ouverte. Je m'arrêtai sur le seuil et les regardai à nouveau. Ma mère, Margaret, fronçait les sourcils maintenant, le front plissé de confusion. Cette réponse calme et froide la déstabilisait. Jane, ne fais pas ta drame, a dit maman, son ton glissant vers son chant du signe habituel culpabilisant. On peut en parler. Tu peux peut-être rester quelques nuits jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Non, tout va très bien, ai-je dit, la voix polie. Vous avez raison. C'est votre chez vous maintenant. Vous devriez être à l'aise. Et je suis sorti, tirant la porte derrière moi avec un doux déclic. Je ne suis pas allé à l'ascenseur. J'ai marché vers la cage d'escalier en béton, je suis descendu d'un étage jusqu'au 11e, et je me suis assise sur les marches froides. L'adrénaline qui avait inondé mon système a commencé à retomber,
et l'épuisement mélangé à une profonde tristesse douloureuse m'a submergé. Ma main tremblait. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts me semblant lourds et maladroits. Mon premier appel n'a pas été pour un hôtel. Ce n'était pas pour la police. C'était pour ma meilleure amie, Grace. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Un seul sanglot sec m'a échappé. Grace, ai-je murmuré. L'énergie joyeuse dans sa voix a disparu. Jane, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Je suis dans la cage d'escalier de mon immeuble, ai-je dit, les mots semblant absurdes. Grace, elles sont chez moi. Maman et Chloé. Elles ont dit qu'elles avaient cédé l'appartement à Chloé. Elles ont changé les serrures. Elles m'ont traité de sans-abri. Et elles ont ri. Il y a eu un souffle coupé à l'autre bout du fil, suivi d'une suite de mots qu'en tant que thérapeute, Grace n'était probablement pas censée prononcer. Elles ont QI? Margaret et Chloé? Jane, c'est. Ce n'est pas possible. C'est insensé. Elles ont dit que maman avait utilisé la procuration, ai-je expliqué, la voix creuse. La procuration médicale? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Grace était furieuse. D'accord, reste là où tu es. Non, attends. Tu peux aller chez moi. Tu as la clé. Vas-y maintenant. Je quitte le travail. Et ensuite, tu appelles Meredith. Pas demain. Ce soir. Meredith Vance, mon avocate. La pensée de son esprit vif et sans détour était comme un canot de sauvetage. Tu as raison, ai-je dit, une étincelle d'acier réapparaissant. Je vais chez toi et j'appelle Meredith. Bien. Et Jane, a dit Grace, la voix ferme. Ce sont de mauvaises personnes. Ce qu'elles ont fait n'est pas seulement cruel. C'est un crime. Ne te permets pas de te sentir coupable ou triste une seule seconde de plus. Il est temps d'être en colère. J'ai raccroché et je me suis levé. La tristesse était toujours là, un poids lourd dans ma poitrine. Mais Grace avait raison. La colère montait, chaude et pure. J'ai descendu les 11 étages restants et je suis sorti dans l'air frais de la nuit, mon téléphone composant déjà le numéro de Meredith. Pendant que je marchais, une pensée intérieure, une phrase que je me répétais depuis des années chaque fois que je devais faire face à ma famille, a réapparu. Elles oublient toujours une chose cruciale. Elles l'avaient toujours fait. Elles oubliaient mes échéances, mes anniversaires, mes allergies. Elles oubliaient les sacrifices que j'avais faits, les chèques que j'avais signés. Elles me voyaient comme un compte bancaire abstrait en orbite, pas comme une personne. Et dans leur hâte arrogante et avide, je savais qu'elles avaient aussi oublié quelque chose cette fois-ci. Elles avaient oublié qui j'étais vraiment. Elles avaient oublié que je suis, par nature et par profession, une personne qui lit toujours les petites lignes. L'appartement de Grace était un havre de lumière douce, de murs bleus apaisants et de parfums de thé vert. Elle était arrivée quelques instants après moi, m'enveloppant dans une étreinte dont je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais désespérément besoin. Pendant que je prenais la douche la plus chaude et la plus longue de ma vie, elle s'est occupée de tout, commandant une quantité absurde de nourriture thaïlandaise et prenant l'appel de Meredith. Quand je suis sorti, enveloppé dans l'un de ses peignoirs moelleux, une assiette de pâtes sioux et un verre de vin m'attendaient sur la table basse. Grace était sur son ordinateur portable, son visage de thérapeute remplacé par une expression de détermination sombre. D'accord, a-t-elle dit en remontant ses lunettes. Meredith est. Eh bien, elle est fidèle à elle-même. Elle avait l'air presque heureuse. Je pense qu'elle vit pour ce genre de choses. Elle consulte déjà les registres publics. Elle veut nous voir à son bureau à 9h tapantes. Et elle a dit, je cite, ne les contacte sous aucun prétexte, ne leur envoie pas de SMS et ne répond pas à leurs appels, ce qui, au passage, fait 20 minutes que ton téléphone ne cesse de vibrer. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Le scénario était prévisible. La suffisance s'était dissipée et ma sortie froide et silencieuse avait déclenché sa panique. La phase « Oh Jane, je suis si inquiète, s'il te plaît rappelle-moi » allait arriver, suivie de la phase « Comment oses-tu ignorer ta mère après tout ce que j'ai fait pour toi ?» J'ai mis le téléphone en sourdine et je l'ai retourné. Merci, Grace. Je le pense vraiment. Mon cerveau ne fonctionnait plus. C'est sur ça qu'elle compte, a-t-elle dit,
assise en tailleur sur le tapis. Elles te frappent avec cette attaque tactique de cruauté et s'attendent à ce que tu t'effondres. Elles s'attendent à ce que tu sois si occupé à pleurer la trahison que tu ne puisses pas te défendre. Surtout Chloé. J'ai hoché la tête, piquant des nouilles que je ne pouvais pas goûter. Elle a toujours été comme ça. Tu te souviens au lycée quand j'avais économisé tout l'été pour cette voiture d'occasion? La compte que j'avais gagnée en emballant des courses. Je m'en souviens, a dit Grace, la voix tendue. Maman l'a pris sur mon compte bancaire? Elle l'a juste pris parce que Chloé avait accumulé une facture de carte de crédit lors d'une virée shopping et était trop détressée pour trouver un travail. Quand je les ai affrontés, maman m'a dit que j'étais égoïste. Elle a dit, c'est juste de l'argent, Jane. Le bonheur de ta sœur est en jeu et Chloé. Chloé se tenait juste derrière elle, goguenarde, portant l'une des nouvelles tenues. C'était l'histoire de nos vies. J'étais la responsable, la travailleuse. J'avais de bonnes notes, j'obtenais des bourses et je me suis frayé un chemin dans un domaine exigeant et dominé par les hommes. J'ai sacrifié ma vie sociale, mes relations et mon propre confort, travaillant dans des conditions brutales pour me construire une vie. Chloé était la délicate. Elle était jolie, charmante et profondément paresseuse. Elle traversait la vie sur une vague de charme, de petites aumônes et de la protection féroce et aveugle de ma mère. Sa profession, si l'on pouvait appeler ça ainsi, était blogueuse mode de vie, ce qui semblait consister à prendre d'infinies photos de brunch qu'elle ne payait pas et de tenues qu'elle retournait après les avoir portées. Et ma mère, Margaret, était la facilitatrice en chef. Elle ressentait de la rancœur face à mon succès parce qu'il était indépendant d'elle. Mes réussites étaient un jugement silencieux sur sa propre vie, et elle compensait en mettant toute son énergie à sauver Chloé, ce qui signifiait généralement me culpabiliser. Mon appartement, ai-je réalisé, était le symbole ultime de mon indépendance, et elle ne pouvait pas le supporter. Le soi-disant divorce avec Marc n'était que le dernier drame en date. J'avais rencontré Marc quelques fois. Il semblait aussi creux que Chloé l'était, obsédé par les apparences et les marques. Leur mode de vie était un château de cartes financé par de petits prêts de ma mère, et indirectement de moi. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert le fil de discussion avec Chloé datant d'il y a 2 mois. J'étais sur le site d'études, mais j'avais Internet par satellite. Moi, j'ai entendu dire que les choses sont difficiles avec Marc. Je suis désolé, Chloé. Dis-moi si tu as besoin de parler. Chloé, ça va. Marc fait juste son bébé pour l'argent. Tu sais comment c'est. Moi, eh bien, je suis sous contrat, mais je pourrais probablement t'avancer un peu pour un bon avocat de divorce si tu en as vraiment besoin. Chloé, merci peut-être. MAN s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Maman s'en occupe, ai-je lu à haute voix à Grace. Elle s'en occupait, a dit Grace, les yeux sombres. Elle s'occupait de la falsification. Elle planifie ça depuis des mois, Jane. Ce n'était pas une décision sur un coup de tête. C'était une conspiration. La nourriture a pris un goût de cendre dans ma bouche. Ma propre mère, ma propre sœur. Elle n'avait pas seulement saisi une opportunité. Elle l'avait créée. Elles avaient attendu que je sois littéralement à l'autre bout de la planète, isolé et injoignable, pour exécuter un plan visant à voler la chose la plus précieuse que je possédais. Cette procuration, ai-je dit, mon esprit faisant le lien. Je l'ai signée sur la table de la cuisine de maman il y a 5 ans, juste avant mon premier grand projet à l'étranger, celui dans les Andes. Elle a insisté. Au cas où, chérie, et si tu te blesses? Qui prendra des décisions pour toi? Je pensais qu'elle était attentionnée. Elle était stratégique, a répliqué Grace. Ou peut-être que Chloé lui a donné l'idée. Quoi qu'il en soit, elles ont gardé ce document dans un tiroir, en attendant. J'ai fini le verre de vin d'un trait. L'épuisement était de retour, mais il était désormais mêlé d'une furie froide et lucide. Meredith saura quoi faire. Oui, elle saura, a dit Grace. Et toi aussi. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, Jane. Elles pensent que tu n'es qu'une banque. Elles ont oublié que tu es une brillante ingénieure qui construit des choses et résout des problèmes impossibles. Elles ont très mal calculé. J'ai regardé mon téléphone. L'écran était sombre, mais je savais qu'il était rempli de messages paniqués et manipulateurs de ma mère. Oui, ai-je dit. Elles ont oublié une chose très
très crucial. Et demain à 9 heures, je vais découvrir exactement combien cela va leur coûter. Les bureaux de Vance, Holloway et Associés se trouvaient au 30e étage d'une tour de verre et d'acier du centre-ville. C'était le genre d'endroit où l'air bourdonnait d'un pouvoir silencieux et coûteux. Meredith Vance, mon avocate et associée principale, était exactement pareille. Elle était impeccable dans un costume gris anthracite, ses cheveux foncés tirés en un chignon strict. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. « Café » a-t-elle demandé, indiquant une machine élégante. « S'il vous plaît » ai-je dit, en prenant place à la grande table de conférence en verre. « Bien. » Elle m'a tendu une tasse d'espresso et s'est assise en face de moi, ouvrant un dossier impeccable. « Je suis debout depuis que tu as appelé Grace. J'ai déjà extrait le rapport de titre préliminaire, l'acte de transfert qu'elles ont déposé et la procuration originale que tu as déposée auprès de ta banque, qui, je suppose, est une copie de celle que possède ta mère. C'est rapide, ai-je dit. Impressionné. Ce n'est pas rapide, Jane. C'est fulgurant, a dit Meredith, un mince sourire rare effleurant ses lèvres. Ce que votre mère et votre sœur ont fait est tellement spectaculairement stupide que c'en est presque beau. Elles ont commis, selon mon décompte initial, au moins 3 crimes majeurs, falsification, fraude bancaire et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude. C'est le triplé de l'idiotie. Elle a fait glisser un document sur la table. C'était une copie de l'acte de cession sans garantie déposé auprès du registre du comté 6 semaines plus tôt. Signé, Jane Harris par son mandataire Margaret Harris. C'est la falsification, a expliqué Meredith. La procuration que vous avez signée est une procuration durable pour les soins de santé. Elle stipule explicitement qu'elle ne peut être activée que par 2 médecins traitants vous déclarant incapacité. Elle a 0, et je dis bien 0, autorité sur vos actifs immobiliers ou financiers. Signer cet acte était l'équivalent juridique de gribouiller sur une serviette avec un crayon de couleur. C'est totalement, complètement frauduleux. Une vague de soulagement m'a submergé, si forte que j'en ai eu le tournis. Donc, ce n'est pas réel. Le transfert est nul. Il est annulable. C'est une tâche frauduleuse sur votre titre de propriété, et nous allons la faire effacer. C'est la partie facile, a dit Meredith en se penchant en avant. La partie difficile est de décider de la suite. Un procès au civil est une évidence. Nous allons les poursuivre pour dommages et intérêts, pour le coût du changement de serrure, pour la peinture, pour mes honoraires et pour préjudice moral. Mais la question, Jane, concerne la partie pénale. J'ai dégluti. Vous voulez dire la prison? Potentiellement, oui. Le regard de Meredith était sans détour. Cela nous amène à la deuxième partie, plus intéressante, de mes recherches de tôt ce matin. Elle a fait glisser un autre papier. Voici Matthew. C'est mon homme. C'est un détective privé. Je lui ai demandé de faire une recherche complète sur le futur ex-mari de Chloé, Mark. Le papier était un casier judiciaire. Mark n'était pas juste un blogueur insipide. Il avait 2 arrestations antérieures pour fraude, une série de prêts à taux élevés en défaut de paiement, et un jugement contre lui de la part d'un investisseur dans une entreprise de bien-être qui n'a jamais existé. Mark est un escroc, a déclaré Meredith platement. Et leur divorce est une mascarade. Matthew a surveillé leur ancien appartement hier soir après que je l'ai appelé. Mark ne rend pas seulement visite à Chloé dans votre condo. Il a emménagé avec elle. Sa voiture est sur le parking visiteur. Ce n'est pas un divorce. C'est une liquidation. Il prévoit de voler votre condo, de le vendre rapidement pour de l'argent liquide et de disparaître. Probablement dans un pays sans extradition où Mark pourrait démarrer son prochain escroquerie. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était tellement plus sombre que Chloé faisant juste la gosse gâtée. C'était un plan prédateur et calculé. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé, la voix basse. C'est là que nous passons de victime à stratégiste, a dit Meredith. Nous avons 2 options. 1. Nous y allons fort. J'appelle la police, je les fais arrêter sur votre pas de porte aujourd'hui. Nous déposons la plainte au civil. C'est le bazar. C'est public. Et c'est rapide. Et l'option 2? L'option 2, a dit Meredith, son sourire revenant, à ma préférence. Nous les laissons penser qu'ils gagnent. Nous les laissons s'installer confortablement.
Matthew va passer les prochains jours à rassembler plus de preuves photographiques que Mark vit là-bas, que le divorce est un mensonge. Nous obtiendrons une déclaration sous serment du notaire dont la signature est sur cet acte. Je parierai mes parts d'associé qu'elle n'a jamais réellement vu votre mère le signer. Nous allons monter un dossier si étanche, si accablant qu'ils n'auront pas de procès. Ils auront un règlement de compte. La colère de la veille s'est cristallisée en une pointe dure et acérée. Elles ont ri de moi, ai-je dit, la voix basse. Elles ont ri à l'idée que je sois sans abri. Bien, a répondu Meredith. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Elle a pris son téléphone. Matthew, tu es sur le forfait surveillance complète. Je veux savoir quand il respire. Elle a raccroché et m'a regardé. Maintenant, nous devons parler du piège astucieux, comme vous l'avez dit. La chose qu'ils ont oubliée. Je me suis penché en avant. Elles ont oublié quelque chose. Quelque chose de crucial. Je ne leur en ai jamais parlé parce que, franchement, ce n'était pas leurs affaires. Elles pensent que j'ai acheté ce condo en tant que Jane Harris. Et ce n'est pas le cas, a dit Meredith, un air de pure délectation prédatrice apparaissant sur son visage. Non, ai-je dit, un sourire lent et sincère s'étalant sur mon visage pour la première fois depuis 24 heures. En tant qu'ingénieur sur des contrats étrangers à haut risque, vous m'avez conseillé il y a des années de protéger mes actifs. Je ne l'ai pas acheté en tant que Jane Harris. Je l'ai acheté via ma société de holding. Les yeux de Meredith se sont éclairés. Evans Property SARL. Evans Property SARL, ai-je confirmé, dont je suis la seule gérante. Ma mère a imité mon nom sur un acte pour une propriété que je ne possède même pas techniquement. C'est la SARL qui la possède. Ce n'est pas seulement une faussaire. C'est une faussaire incompétente. Meredith a frappé dans ses mains, un coup sec qui a résonné dans la pièce. Oh, c'est meilleur que Noël. Elles ont imité le mauvais nom sur la mauvaise entité juridique en utilisant une procuration caduque. Le tout au service d'une conspiration criminelle. Jane, elles ne vont pas seulement perdre. Nous allons les anéantir. Les 3 jours suivants ont été une leçon magistrale de patience. Je suis resté chez Grace, vivant dans mon sac de voyage pendant que Meredith et Matthew montaient le dossier. Matthew était un fantôme. Il a produit des photos horodatées de Chloé et Mark s'embrassant sur mon balcon, de Mark utilisant mon bip de garage, d'eux apportant des courses ensemble. Il avait même un enregistrement provenant d'un micro qu'il avait placé près de leur porte, captant un extrait de conversation. Elle n'appelle vraiment pas, la voix de Chloé semblant nerveuse. Je t'ai dit qu'elle irait bien, la voix de Mark, fluide et rassurante. Elle pleure probablement dans un hôtel. Elle va abandonner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Poursuivre sa propre mère? Tu as raison. Tu as raison. Meredith, pendant ce temps, avait retrouvé la piste du notaire. Comme prévu, le notaire était une jeune femme paniquée qui travaillait dans une boutique d'envoi postaux. Elle a avoué dans une déclaration sous serment que Margaret était venue seule, avait prétendu que sa fille était à l'étranger et avait oublié de signer, et qu'elle avait juste besoin que ce soit notarié pour elle. La notaire, craignant pour son emploi et sa licence, était désormais notre témoin clé. Les appels de ma mère étaient passés de paniqués à furieux. J'avais plus de 30 appels manqués et une série de SMS qui allaient de « Jane, je suis morte d'inquiétude. Rappelle-moi, je n'arrive pas à croire au manque de respect, enfant ingrate. » C'est le moment, a dit Meredith vendredi matin, sa voix nette au téléphone. Elles sont installées. Elles sont arrogantes. Matthew dit qu'un nouveau canapé qui a l'air très cher leur est livré cet après-midi. Je pense qu'il est temps de perturber leur projet de décoration d'intérieur. Elle avait un plan, bien sûr. Ce n'était pas un simple piège silencieux. C'était une représentation. À 14 heures, je me tenais devant la porte de mon propre condo. Je n'étais pas seul. À côté de moi se trouvait Meredith tenant une mallette en cuir épais. De l'autre côté se trouvait un adjoint du shérif en uniforme que Meredith avait fait venir pour maintenir l'ordre pendant que nous signifions les documents civils. J'ai frappé. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Chloé, maman, ouvrez la porte. J'ai entendu des bruits de pas et des marmonnements agacés. La porte s'est ouverte brusquement et c'était Chloé, les cheveux en un chignon désordonné. Son visage, qui avait pris une expression d'agacement pur, s'est figé en me voyant.
Puis il a pâli quand elle a vu le costume de Meredith et l'uniforme de l'adjoint. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle bafouillé. Bonjour, Chloé, ai-je dit, ma voix lumineuse et froide. Nous sommes là pour parler. On peut entrer? Je n'ai pas attendu de réponse. Je l'ai dépassé et je suis entré dans le salon. Ma mère, Margaret, était assise sur le canapé, un nouveau machin en velours frappé hideux, avec Marc. Marc, l'ex-mari, qui était en pyjama à 14 heures en tenant une manette de jeu vidéo. Ils se sont tous les deux levés d'un bond. Jane. S'est écriée ma mère en se tenant la poitrine. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens? Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. En fait, a dit Meredith en s'avançant et en posant sa mallette sur la table basse, elle le peut. C'est sa propriété. Ce n'est pas vrai. A hurlé Chloé, retrouvant sa voix. Je te l'ai dit, Jane. C'est à moi. Maman me l'a donné. C'est légal. Dis-leur, maman. C'est vrai, a dit Margaret, se gonflant d'autosatisfaction. Je lui ai cédé. J'avais la procuration. Tout est légal. Maintenant, faites sortir cet officier du domicile de ma fille. Marc restait simplement là, silencieux, ses yeux allant de Meredith à l'adjoint. Il ressemblait à un rat traqué. Meredith, aimeriez-vous vous en charger? Ai-je demandé en croisant les bras. Avec plaisir, a dit Meredith. Elle a ouvert sa mallette et a sorti le premier document. Margaret Harris, vous recevez une plainte au civil. Elle a tendu une épaisse pile de papiers à ma mère qui les a simplement fixés. Chloé Harris et Mark Boyd, vous êtes également nommés défendeurs. Elle leur a tendu une copie à chacun. Je ne comprends pas, a gémi maman. Laissez-moi clarifier, a dit Meredith, sa voix tranchant dans la pièce. Vous êtes poursuivis pour dommages et intérêts liés à la conspiration, la fraude et la falsification. Nous demandons également une ordonnance de protection temporaire et une expulsion d'urgence. Mais ça, c'est juste le procès au civil. Nous sommes ici pour parler des accusations pénales. Chloé a eu un rire aigu. Pénal? Vous êtes folle. Ma mère a signé un papier. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas. Ceci, a dit Meredith en sortant un deuxième document, est une copie de l'acte que vous avez déposé. Celui que Margaret Harris, en tant que mandataire de Jane Harris, a signé. Vous voyez, c'est légal. A dit maman. Et ceci, a continué Meredith en l'ignorant et en sortant un troisième document, est le véritable titre de propriété pour cet appartement extrait du registre de la ville ce matin. Il indique que le propriétaire est Evans Property SARL. Elle a laissé cela flotter dans l'air. Chloé et maman ont simplement fixé les papiers, leur visage vierge de toute compréhension. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est? A demandé Chloé en réduisant ses yeux. C'est quoi Evans? Ça, ai-je dit, en prenant enfin la parole, c'est ma société de holding. La société qui possède ce condo depuis 10 ans. Tu vois, maman, tu as signé mon nom, Jane Harris, sur un acte pour une propriété que Jane Harris ne possède pas. C'est la SARL qui possède tout. Tous ces papiers que tu as déposés sont complètement et totalement sans valeur. C'est un document frauduleux basé sur une signature imitée pour la mauvaise entité juridique. Tu n'as pas seulement entaché le titre. Tu as créé un registre public de ton propre crime. Le visage de ma mère est passé du blanc à une nuance de gris maladive. Chloé a regardé Marc. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Marc, l'escroc, a compris. Il a compris immédiatement. Son visage s'est décomposé de panique. Elle veut dire que le titre n'a jamais été transféré. Ça n'a jamais été à ton nom, Chloé. Ça n'a jamais été à son nom. Exactement, a dit Meredith en souriant. Ce qui signifie que vous, Chloé, et vous, Marc, n'êtes pas propriétaires. Vous êtes des intrus. Et vous, Margaret, êtes une faussaire, plutôt maladroite qui plus est. Le visage de Chloé s'est tordu de rage. Toi. Espèce de... A-t-elle hurlé vers moi. Tu nous as tendu un piège. C'était un piège. Ce n'est pas un piège, Chloé. Quand c'est toi qui as apporté le poison, ai-je dit calmement. Toi et maman avez fait ça.
Vous l'avez planifié pendant des mois. Vous avez attendu que je sois à l'étranger. Tu as menti sur ton divorce. Oh, oui, Marc. Nous savons tout. Nous savons que vous n'êtes pas ex-époux, vous êtes associés. Vous alliez vendre mon condo, prendre l'argent et fuir, n'est-ce pas? Marc s'est précipité, pas sur moi, mais vers la porte. L'adjoint, qui observait tout l'échange avec un intérêt silencieux, s'est simplement interposé. Je ne le ferai pas, monsieur. Chloé s'est retournée contre ma mère. Toi. Tu avais dit que ça marcherait. Tu avais dit que c'était légal. Espèce de vieille stupide. Tu as tout gâché. Je. Maman a éclaté en sanglots, s'effondrant sur le canapé en velours. J'essayais juste de t'aider, ma chérie. Jane a tellement. Elle ne s'en rendrait même pas compte. Je ne me rendrai pas compte de la perte de ma maison. Ai-je hurlé, mon contrôle se fissurant enfin. Je ne me rendrai pas compte de la perte de ma maison. Vous avez ri. Vous avez ri de moi. Vous m'avez dit que j'étais sans abri. Et c'est là, a dit Meredith, la voix baissée, que nous abordons le point suivant. Elle a sorti le dernier document. Ceci est une déclaration sous serment de la notaire dont le tampon figure sur votre acte frauduleux. Elle est prête à témoigner en échange de l'immunité que vous, Margaret, êtes venue seule et l'avez forcée à notarier un document dont elle n'a jamais été témoin de la signature. Ça, Margaret, c'est un crime. C'est de la prison ferme. La pièce est devenue complètement silencieuse, seulement brisée par les sanglots rauques et terrifiés de ma mère. Chloé était figée, son visage un masque de haine pure et non dissimulée. Maintenant, a dit Meredith en refermant sa mallette d'un coup sec. Voici ce qui va se passer. L'adjoint va vous escorter tous les trois hors de cet appartement. Vous prendrez vos sacs à main et vos téléphones. Rien d'autre. Vous ne reviendrez pas. Si vous tentez de revenir, vous serez arrêté pour violation de propriété. Nous ferons changer les serrures dans l'heure. Vous avez 60 secondes. Prenez vos affaires. Le silence qui a suivi l'ultimatum de Meredith était plus lourd que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était le son d'une réalité soigneusement construite qui implosait. Ma mère était incapable de bouger, ses sanglots s'étant transformés en un tremblement silencieux de tout son corps. Chloé, cependant, vibrait d'une rage presque tangible. Non, a murmuré Chloé, ses yeux fixés sur moi. Non, tu ne peux pas. C'est mon chez-moi. Tu me dois ça. Je te dois ça? Ai-je répété, les mots ayant un goût d'acide. Je te dois ça? Après que tu as essayé de voler ma maison, après avoir conspiré avec cet escroc pour me dépouiller? Ce n'est pas un escroc, a hurlé Chloé en se jetant sur moi. L'adjoint s'est interposé entre nous instantanément, la main sur son bras. Madame, je vous conseille de vous calmer. Ne me touchez pas, a-t-elle hurlé, essayant de dégager son bras. Vous êtes tous complices. C'est ma vie que vous ruinez. Marc, voyant sa sortie bloquée et son gagne-pain en crise d'hystérie, a enfin pris la parole. Chérie, calme-toi, a-t-il dit, essayant de prendre son ton fluide et rassurant. C'est sorti de manière tremblante et désespérée. Parlons juste à l'avocate. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Meredith a eu un rire franc. Arranger ça, monsieur Boyd? La seule chose que vous allez arranger, c'est votre emploi du temps pour votre comparution. Nous avons tout votre historique, les prêts en défaut, l'arnaque du bien-être en Arizona. Nous savons exactement qui vous êtes. Et maintenant, grâce à votre petite aventure ici, le procureur va le savoir aussi. Cette nouvelle information, le fait que nous soyons au courant de son passé, a frappé Marc comme un coup physique. Il a reculé, sa superbe s'évaporant. Il a regardé de moi à Meredith puis à Chloé, son expression passant de la panique au mépris. Espèce de... A-t-il craché sur Chloé. Tu avais dit qu'elle n'était qu'une pauvre bourreau de travail stupide. Tu avais dit qu'elle céderait. Tu es aussi stupide que ta mère. Quoi? Le hurlement de Chloé s'est transformé en un gémissement d'incrédulité. Marc, qu'est-ce que tu... C'est fini, Chloé, a-t-il tranché. Elles nous tiennent. Tout est foutu. Il s'est tourné vers l'adjoint. Officier, je ne suis qu'un invité ici. Je ne sais rien sur ces papiers.
Il a pointé Chloé du doigt, m'a dit que c'était son condo. Je suis une victime moi aussi. C'était la trahison la plus pathétique et prévisible, et c'était glorieux. Espèce de menteur. Chloé s'est jetée sur lui, les mains en griffes, lui labourant le visage. Tu m'as dit de faire ça. C'était ton idée. Vends-le vite, tu as dit. On sera au Belize avant même qu'elle ne s'en rende compte. L'adjoint, avec un soupir résigné, l'a écarté de lui. Ça suffit. Vous sortez tous. Ma mère. Ai-je dit, en indiquant Margaret qui semblait catatonique. C'est une adulte qui a commis un crime, a dit Meredith, la voix dénuée de sympathie. Elle peut marcher. L'adjoint a hoché la tête. Madame, a-t-il dit à ma mère, vous devez vous lever. Lentement, comme en transe, ma mère s'est levée. Son visage était un désastre de maquillage coulant et de terreur. Elle ne voulait pas me regarder. Elle fixait simplement l'acte frauduleux toujours serré dans sa main. J'ai regardé Chloé, qui était désormais maintenue par le bras par l'adjoint. Son visage était laid de larmes et de rage. J'ai regardé Marc, qui essayait frénétiquement de se faufiler vers la porte, se désolidarisant de toute la scène. Sortez-les, ai-je dit, en leur tournant le dos. J'ai entendu le bruit des pas, la voix ferme de l'adjoint, par ici, tout le monde, et les sanglots hystériques renouvelés de Chloé. J'ai entendu le gémissement pathétique de ma mère, mon sac. J'ai besoin de mon sac. Je suis allé à la fenêtre de mon salon et j'ai regardé la ville. Je ne les ai pas regardés partir. J'ai écouté. J'ai écouté le son de la porte de l'appartement qui s'ouvrait, le son d'eux escortés dans le couloir, et le magnifique et lourd déclic final de la porte qui se refermait, me laissant seul dans le silence. L'appartement était un désastre. Les murs roses étaient une agression. Le canapé en velours était une abomination, mais c'était mon appartement. Le silence a été brisé par mon téléphone qui sonnait. C'était Meredith. J'ai décroché. Ils sont en train de descendre, a-t-elle dit. Un serrurier est en train de monter, et j'ai un cadeau de plus pour toi. Encore? Ai-je dit, en m'effondrant sur mon affreux nouveau canapé. Oh que oui. J'ai demandé à Matthew de creuser un peu plus pendant qu'on attendait. Tu te souviens quand Chloé a dit qu'elle avait besoin du condo pour son divorce, et qu'on a découvert que c'était un mensonge? Qu'ils allaient juste le vendre? Oui, ai-je dit. Meredith, la satisfaction purait dans sa voix. Mais je me demandais pourquoi ils avaient besoin de l'argent si vite. Il s'avère que les victimes de l'arnaque au bien-être de Marc en Arizona ne faisaient pas que poursuivre au civil. Elles ont déposé une plainte pénale. Il y a un mandat d'arrêt contre lui dans le comté de Maricopa. Je me suis redressé d'un coup. Un mandat? Vous voulez dire? Je veux dire que j'ai peut-être informé anonymement le poste de police local du lieu où se trouve actuellement Monsieur Boyd. J'imagine qu'ils l'attendront dans le hall. Je soupçonne que cela le rendra très coopératif pour témoigner contre Chloé et Margaret pour sauver sa propre peau. J'étais sans voix. Et Chloé, a continué Meredith, sa carte de crédit, celle avec laquelle elle fait son blogging. C'est une carte conjointe avec Marc, celle qu'il alimentait avec ses investissements. Avec son arrestation, ce compte sera gelé d'ici la fin de la journée. Tous ses actifs, tout son argent a disparu. C'était le deuxième affrontement, celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Ce n'était pas seulement une expulsion, c'était un démantèlement systémique total de leur vie. Le sort n'était pas seulement brisé, il était volé en éclats. Ils n'avaient pas seulement perdu mon condo. Ils avaient tout perdu. Meredith, ai-je dit, vous êtes terrifiante. Je le suis, a-t-elle répondu joyeusement. Le serrurier est à votre porte. On se voit lundi pour déposer les rapports finaux. Essayez de passer un bon week-end, Jane. Vous l'avez mérité. Les jours qui ont suivi ont été un flou de logistique et d'adrénaline juridique. Le serrurier a changé les serrures, installant un système de haute sécurité qui était probablement exagéré, mais cela me faisait me sentir en sécurité. Grace a organisé une fête peinture et nous avons passé tout le week-end à recouvrir les affreux murs roses d'un ivoire chaud et serein. Nous avons traîné le canapé en velours et les tables bon marché aux pieds dorés jusqu'au trottoir. C'était un nettoyage, une réclamation de mon espace. Les prédictions de Meredith, comme toujours, étaient impeccables. Mark Boyd a été arrêté dans le hall.
Confronté à un mandat d'arrêt de l'Arizona et à notre montagne de preuves, il a chanté comme un pinson. Il a fait des aveux détaillés, peignant Chloé comme le cerveau avide et manipulateur, et Margaret comme la complice volontaire et rancunière. Il a admis que tout le plan était de vendre le condo, de partager l'argent et de fuir le pays. Le procureur, armé du témoignage de Marc, de la déclaration sous serment de la notaire et de la stupidité époustouflante de l'acte frauduleux, a fait vite. Margaret et Chloé ont été formellement inculpées. Le dénouement n'a pas été un affrontement public lors d'un dîner de famille. C'était quelque chose de beaucoup plus stérilé, à sa manière, de beaucoup plus brutal. Une audience de médiation préalable au procès dans une salle de conférence sans âme au tribunal du comté. C'était la première fois que je les revoyais depuis que l'adjoint les avait escortés de chez moi. J'étais flanqué de Meredith. Elles étaient de l'autre côté de la table, chacune avec son avocat commis d'office débordé. Elles avaient l'air diminué. Chloé, dépouillée de ses vêtements de marque et de son maquillage, avait l'air blême et maigre, ses yeux cernés de rouge et fuyants. Ma mère, Margaret, ressemblait à une femme qui avait pris 20 ans en 2 semaines. Elle était effondrée, grise et terrifiée. Mademoiselle Harris, a commencé le médiateur, un homme à l'air fatigué dans un costume froissé. Si je comprends bien, le bureau du procureur a proposé à votre famille un accord de négociation de peine conditionné à votre pleine coopération et satisfaction. C'est exact ? A dit Meredith en faisant glisser un document sur la table. C'est très simple. En échange d'un plaidoyer de culpabilité pour les accusations de crimes graves, conspiration de fraude pour Chloé, falsification pour Margaret, le procureur offre 5 ans de mise en liberté sous surveillance. 1000 heures de travaux d'intérêt général et une restitution financière complète ordonnée par le tribunal. L'avocat de Chloé, un jeune homme qui avait l'air épuisé, a soupiré. Restitution pour quoi exactement ? Le condo n'a jamais été transféré avec succès. Il n'y a pas eu de dommages financiers réels. Meredith a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Restitution, a-t-elle dit, pour les frais de justice de mademoiselle Harris, qui sont substantiels. Restitution pour le coût du serrurier, des peintres et du remplacement des meubles dont vous vous êtes débarrassé. Restitution pour les 2 semaines de salaire qu'elle a perdu à devoir gérer cela au lieu de retourner à ses fonctions. Et, a-t-elle ajouté, restitution pour le dépôt de garantie du logement social que vos clientes partagent désormais vraisemblablement. Nous exigeons également la signature permanente et immédiate d'une ordonnance de protection. Elles ne doivent plus jamais s'approcher à moins de 150 mètres de ma cliente, de son domicile ou de son lieu de travail. Chloé m'a enfin regardé, ses yeux débordant d'une haine venimeuse et pleine d'apitoiement sur elle-même. Tu fais ça ? A-t-elle sifflé, la voix rauque. Tu envoies ta propre mère en prison. C'est de la probation, Chloé, ai-je dit, ma voix aussi calme et stable que la roche-mère que j'étudiais. Tu ne vas pas en prison, bien que tu le mérites. Tu obtiens un casier judiciaire pour crimes graves. Un casier qui te suivra. Un casier qui rendra très difficile l'obtention d'un bail, d'un prêt ou d'un emploi. Tu obtiens les conséquences. Quelque chose que tu as évité toute ta vie. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire ? C'est soudainement lamenté Margaret, ses premiers mots de la journée. Nous n'avons pas d'argent. Marc est parti. Les comptes de Chloé sont gelés. Nous sommes sans abri. C'est le mot que tu cherchais ? Ai-je complété, la voix douce. Ma mère a sursauté comme si je l'avais frappée. Le médiateur s'est raclé la gorge, regardant ses papiers. Tu as ri, maman, ai-je dit en me penchant en avant. Tu t'es assise sur mon canapé dans ma maison et tu as ri à l'idée que je sois sans abri. Tu as fait ça. Tu es resté à ne rien faire pendant 30 ans à la regarder prendre et me prendre, et tu l'as encouragée. Tu as signé ton nom sur un mensonge. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un crime. Je me suis levé. Meredith, j'ai terminé ici. Attendez. A dit l'avocat de Chloé, paniqué. Si elle ne signe pas l'accord. L'alternative du procureur, a dit Meredith joyeusement, est de passer à un procès pénal complet. Étant donné les aveux de Monsieur Boyd, nous sommes très confiants quant à l'issue. Et à ce stade, l'approbation n'est plus sur la table. Nous demanderons la peine maximale, 18 mois dans une prison d'État pour chacune d'elles. La tête de Chloé s'est redressée d'un coup. Non. Margaret s'est simplement effondrée,
sa tête frappant la table dans un bruit sourd, son corps tremblant de sanglots silencieux et terrifié. Chloé a regardé sa mère, puis moi. La haine dans ses yeux luttait avec une panique animale et désespérée. Elle savait qu'elle était battue. Elle savait que son soutien était brisé. Elle était, pour la première fois de sa vie, complètement et totalement seule. Signe l'accord, Chloé, ai-je dit. Signe-le et je n'aurai plus jamais, jamais à te revoir. Sa main tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo, mais elle l'a ramassé. Elle a regardé sa mère, qui était incapable de faire quoi que ce soit. Chloé a attrapé le papier, ses mouvements saccadés, et a gribouillé son nom. Puis elle a poussé le stylo vers sa mère. Signe, maman, a-t-elle sifflé, sa voix un murmure venimeux. Signe, espèce d'inutile. Signe juste. Ma mère, sa main guidée par sa fille en pleurs, a signé son nom en tremblant. C'était fait. Il n'y a pas eu de discours triomphant. Il y a juste eu le doux grattement d'un stylo scellant leur destin. Je me suis retourné sans un regard en arrière et je suis sorti de la pièce, laissant les ruines de ma famille derrière moi. La résolution d'une bataille juridique n'est jamais aussi nette que dans les films. Il n'y a pas de musique finale qui monte. Il n'y a que de la paperasse, mais à sa manière calme, c'était une victoire totale. Margaret et Chloé ont plaidé coupables. Elles ont toutes deux été condamnées pour crimes graves. Leurs 5 ans de probation s'accompagnaient de restrictions sévères, notamment un emploi obligatoire et une saisie sur salaire pour commencer le long et lent processus de remboursement des 6 chiffres de restitution que je devais recevoir, principalement pour les honoraires formidables de Meredith. L'ordonnance de protection a été accordée, une feuille de papier blanc impeccablement rédigée qui les barrant légalement de ma vie. Mark Boyd a été extradé vers l'Arizona, où il faisait face à une montagne d'accusations. Il a plaidé coupable et a reçu une peine de plusieurs années de prison. J'ai appris par Meredith qu'il avait en fait témoigné que tout le plan du condo était l'idée de Chloé du début à la fin. La nouvelle de leur chute s'est répandue dans ma famille élargie qui avait longtemps été le spectateur silencieux du favoritisme de ma mère. Le silence a été brisé. J'ai reçu des appels de tantes et de cousins s'excusant de ne pas être intervenus plus tôt, d'avoir toujours laissé Margaret s'en tirer si facilement. C'étaient des appels maladroits, hésitants, mais c'était un début. La famille, semblait-il, avait enfin été tirée de son orbite dysfonctionnelle. 6 mois après être sorti de cette médiation, j'étais de nouveau dans un avion, cette fois pour un chantier en Norvège. Mais le départ était différent. Mon condo était en sécurité, gardé par Grace, qui avait un jeu de clés légales et enthousiaste. Mes actifs étaient verrouillés encore plus étroitement par Meredith, qui avait restructuré mes SARL en une véritable forteresse. Je ne partais pas pour m'échapper, mais par choix. J'ai trouvé une paix étrange et calme dans le sillage de la tempête. La colère s'était dissipée, laissant une cicatrice, mais aussi un sentiment de soulagement profond hélas. J'avais fait le deuil de ma famille bien avant qu'elle ne tente de voler ma maison. Le procès n'était que l'enterrement. Un soir, alors que je discutais en vidéo avec Grace depuis mon nouveau conteneur de chantier beaucoup plus confortable, elle a brandi une lettre. C'est arrivé pour toi. Ça vient de ta mère. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce que ça dit? Grace l'a ouverte. C'est un chèque de 47,11 $. On dirait le premier paiement de saisie sur salaire. Elle a retourné le chèque. Et il y a un mot au dos. Lis-le, ai-je dit. Grace a plissé les yeux. J'espère que tu es contente. J'ai fixé l'image pixelisée de l'écriture étriquée et en colère de ma mère. J'ai pensé aux murs roses, au canapé en velours, au son de leur rire. J'ai pensé à l'expression de terreur pure et pathétique sur leur visage dans cette salle de conférence. Tu sais, ai-je dit, en me renversant dans ma chaise. Je le suis. Je le suis vraiment. J'avais ma maison. J'avais ma carrière. J'avais une amie qui m'aiderait à enterrer les corps, ou dans ce cas, à engager l'avocate pour le faire légalement. Ma famille avait essayé de prendre la seule chose que je m'étais construite, et ce faisant, elle n'avait réussi qu'à me prouver à quel point mes fondations étaient solides. J'avais fait face à la trahison. J'avais tendu le piège, et j'avais enfin gagné.